Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après ce magnifique panorama des possibles de l'informatique quantique, revenons à nous. Quels usages, quelles opportunités pouvons-nous, dans un groupe comme le groupe Bouygues, mais aussi dans tous les partenaires industriels qui sont réunis dans la salle aujourd'hui et en ligne, présenter les nouveaux usages, les nouveaux défis auxquels nous pouvons faire face? C'est pour répondre à cette question et interagir avec vous. Alors, continuez à utiliser le QR code pour poser vos questions à la fin de la table ronde, que nous avons rassemblé ce magnifique panel. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Irénée Regnault. Irénée Regnault, vous êtes Project Manager chez Square Management. Parlez-nous, revenez un petit peu avec nous sur les usages qu'un industriel peut faire précisément de toutes ces technologies qu'on a vues aujourd'hui. Eh ben absolument, merci beaucoup pour l'invitation déjà, et puis les différentes interventions qui rendent humble, hein, puisque je crois que je suis le premier à parler qui ne travaille pas directement dans le milieu du quantique, donc forcément on est face à des gens qui sont très formés. Donc moi je viens de Square Management, hein, un cabinet de conseil, et en fait Franck qui était là, qui est ici, je le remercie encore, m'a demandé donc, à l'été dernier de travailler sur une étude, disons, de vulgarisation aussi, puisque c'est quand même nécessaire dans ce milieu qui est très complexe, hein, d'arriver à faire un peu redescendre l'information. On en a tous besoin, hein. Moi le premier à l'époque, donc c'est un univers que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, donc avec cette idée de vulgariser, et deux aussi l'idée d'aller un peu tailler aussi dans le vif des cas d'usage pour Bouygues. Donc ça c'est quand même hyper important, puisque que ce soit dans la construction, l'immobilier, les routes, les médias et j'en passe. Donc c'est ça que je vais vous montrer là. Alors certains ont déjà été évoqués, donc j'essaierai d'aller pas trop en détail pour ne pas nous répéter, mais je pense que vous découvrirez quand même des choses. Et cela dit, en faisant l'étude, forcément, j'ai aussi fouillé par curiosité un peu partout. Et ça a été dit aussi, ça foisonne. Donc, cette petite matrice en dit quelque chose. Elle n'est certainement pas exhaustive. Et surtout, point très important, elle dit rien de l'état de maturité de ces technologies. Parce que quand on arrive avec un regard un peu de béotien qui était le mien à l'époque, et qui l'est toujours un petit peu, il faut être humble, hein, on voit qu'il y a des choses qui sont très avancées et d'autres qui ne le sont absolument pas. Donc, un premier cas pour y aller sans transition, qui a du coup déjà été évoqué tout à l'heure, mais je vais en dire encore deux mots, qui m'a semblé extrêmement important aussi pour Bouygues, hein, c'est la question de la détection de la corrosion, la maintenance prédictive pour les grands ouvrages, en l'occurrence les barrages. Donc là, enfin, il faut voir, hein, effectivement, que c'est des choses qui sont éventuellement déjà faites avec du machine learning. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller anticiper les défauts dans les matériaux, par exemple, liés à leur âge, le vieillissement du fer, les fissures dans le béton, les impacts aussi environnementaux, hein, qui sont cruciaux. Donc, avec l'idée derrière de généraliser ces simulations à d'autres ouvrages plus grands. Du coup, je ne m'étends pas plus sur celui-là dont on a déjà parlé. Un cas plus difficile pour moi, c'était la question de l'immobilier. J'ai pris une anti-sèche parce que, comme on est avec des gens qui ont tous un bac +8 en physique, je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. Mais plus sérieusement, dans l'immobilier, c'était plus compliqué. J'ai trouvé moins de choses qui m'ont semblé pertinentes, peut-être un peu plus spéculatives. Ici, on était sur deux études qui ont été publiées d'abord dans la revue Buildings en 2023. Donc là, on a un groupe de chercheurs italiens qui ont essayé de modéliser, donc de prédire des marchés à Naples. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser différentes variables qui existent ou pas, donc par exemple la surface des logements, la vue, l'étage, etc., pour prédire les prix, prédire les taux d'intérêt, donc donner des informations en fait à plein d'acteurs qui peuvent être à la fois des propriétaires, des courtiers, etc. Une expérimentation similaire avait eu lieu en 2021, donc cette fois-ci à Helsinki, donc basée sur des données type INSEE, enfin, publiques, etc., avec l'idée derrière de prédire le prix des logements en mètre carré. Donc là, on arrive sur des résultats qui sont en fait assez similaires à ce qu'on fait avec des ordinateurs classiques. Et un point quand même très important, là on ne tourne pas sur des machines quantiques, hein. Là on est sur des algorithmes inspirés du quantique, et ça c'est aussi tout un champ qu'il faut bien avoir en tête, hein, puisqu'on a parlé des machines quantiques, des ordinateurs. Franck, lui, m'a fait travailler sur l'informatique quantique, donc aussi la partie logicielle, c'est très important. Et donc là on est sur des ordinateurs classiques, avec des résultats qui sont de l'avis des chercheurs qui publient dans ces revues. Il y en aurait beaucoup d'autres, hein, qui sont encore à leur balbutiement. Voilà, il faut aussi le garder en tête.
Donc, autre point qui a été aussi courtement mentionné, qui me semble important, c'est celui de l'optimisation. C'est un peu la labyrinthe de tout à l'heure. La carte est passée rapidement. Merci de ne pas l'avoir complètement spoilé. Là, on est sur un partenariat entre Volkswagen et D-Wave. Il y en aurait d'autres à citer. Deux études majeures, 2017 et 2019. Sur de l'optimisation de trajets pour des flottes, donc en l'occurrence d'une part à Pékin sur le nombre de taxis qui vont à l'aéroport, donc c'est l'image de gauche que vous voyez. Ça, c'est vraiment un cas séminal en matière quantique. Tout le monde le connaît, donc comme ça maintenant tout le monde ici le connaît aussi. Et à droite, la version optimisée, donc avec des propositions de trajets alternatifs qui sont proposés aux conducteurs de taxi. Expérimentation qui est répliquée ensuite de la même manière à Lisbonne, donc lors du Web Summit sur des bus cette fois-ci. Donc 162 trajets, 9 bus, peu importe. Là, on arrive à des choses intéressantes aussi, qui sont, j'allais dire, pas forcément encore non plus complètement dans l'avantage quantique, il faut le garder en tête. Et je n'ai pas non plus vu dans les études exactement combien on gagnait de temps. Donc, moi, je montre aussi ce que je ne vois pas. Par exemple, je n'ai pas vu non plus vraiment de mise à jour récente de ces cas. Donc, ça serait intéressant de voir si je les ai ratés, ou si elles sont là, ou si ça bute sur quelque chose. Également évoqué précédemment la question de l'amélioration de la composition chimique des batteries. Ça, c'est un cas qui est crucial, puisqu'on parle de calcul quantique aussi pour faire des calculs combinatoires qui peuvent travailler sur les matériaux à diverses fins. Donc réduire le poids, augmenter la performance, aussi travailler sur la toxicité. Ça a été évoqué, par exemple, ici, il était question, c'est pour ça que j'ai mes notes, de remplacer du cobalt et du nickel par du soufre pour différentes raisons. Alors, ce cas-là est aussi intéressant dans la mesure où beaucoup d'entreprises sont là-dessus. On a Hyundai, on a Total, on a Samsung, on a Volkswagen, enfin, vraiment très important. J'ajouterai un point de vigilance, puisque sur cette question de la recharge, on a aussi, et là je parle avec beaucoup de guillemets et de prudence, peut-être un peu de spéculation. On a vu par exemple l'année dernière un article de la revue de la Physical Review Letters qui parlait d'une réduction de temps de charge théorique des batteries électriques à 200. C'est-à-dire qu'on passe de quelques heures à quelques minutes de recharge, ce qui ne fait pas du tout consensus dans la communauté scientifique. Donc on peut regarder ça, mais je pense qu'il faut aussi être attentif aux progrès qui peuvent être faits en la matière, aussi attentif aux phénomènes de hype qui peuvent parfois peut-être un peu nous envoyer dans l'erreur. Je rajoute encore des guillemets, évidemment. Un autre cas intéressant, puis j'en aurai juste un après je vous laisse tranquille, c'est le smart charging. Donc en l'occurrence là, on est sur un partenariat avec Pascal, EDF et Atos. Donc ils pourront sans doute mieux en parler que moi. Dans le cadre d'une thèse CIFRE, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, et dans les cas d'usage au laboratoire Lauréat à l'université de Nancy. Et donc là, il s'agit de modéliser l'ensemble des stations en fait, selon leur disponibilité. Donc c'est plutôt un calcul d'ordre mathématique que les ordinateurs quantiques peuvent résoudre. J'avais un dernier cas, mais on m'a dit de le laisser à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'en parle. Je le laisse. Je peux en parler. Bon, je pense que ça a été aussi un petit peu évoqué. Donc là, on est sur le chiffrement, la sécurisation des communications. En plus, moi, je viens plutôt de l'univers des télécoms, donc je trouvais ça passionnant, ce système. Donc, il s'agit quand même de sécuriser des communications de point à point à travers un système physique, en fait, qui passe par des qubits et des bits. Et ce qui fait que toute interception au milieu de la communication serait tout de suite vue, justement parce que c'est physique. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de crucial aussi pour Bouygues. Et ça sera tout. Merci. Merci beaucoup, Irénée. Alors, on voit effectivement que ces cas d'usage, ils sont nombreux. Ils sont assez précis, finalement, en tout cas, ce champ des possibles, mais ils sont encore un peu assez balbutiements. Alors, Stéphane, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur associé chez McKinsey, leader du pôle digital et technologie de cette même société de conseil et de Quantum Black AI, qui est une entité dédiée à l'intelligence artificielle. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi dédié au quantique, donc intelligence artificielle et quantique, on a vu que ça pouvait donner des potentiels tout à fait intéressants. Donc finalement, pour tous ces cas d'usage dont on vient de voir un peu quelques précisions, quelle est la roadmap, quelle est finalement la temporalité de tout ça, en tout cas au moins telle qu'on peut l'imaginer, et puis peut-être de manière plus importante, comment choisir, comment faire le tri dans tous ces cas d'usage quand on est un industriel? Bonjour, alors tout d'abord merci pour l'invitation.
Effectivement, je pilote notamment le pôle de compétences Quantum Black de McKinsey, qui traite d'intelligence artificielle et qui a un département dédié à l'informatique quantique depuis maintenant un peu plus d'un an. Quantum Black, d'ailleurs, le nom est un peu prédestiné. Il n'avait pas été créé en référence, évidemment, à l'ordinateur quantique, puisque ça date de 2015. Mais maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus approprié. Vous avez pu le voir en introduction dans les pages présentées par Pascal. McKinsey s'intéresse depuis maintenant 7 à 8 ans à la technologie quantique. C'est d'abord notre institut de recherche, le McKinsey Global Institute, qui a suivi avec beaucoup d'attention les investissements dans cette technologie, les créations de start-up et les progrès technologiques. Il y a 4-5 ans, au fur et à mesure de ce suivi, on s'est aperçu que la technologie était en train d'atteindre un certain niveau de maturité. Alors on est loin encore de pouvoir l'utiliser autant que ce qu'on voudrait, mais avec un niveau de maturité suffisant pour qu'on commence à se préoccuper des usages potentiels. Et donc on a lancé une deuxième phase d'étude qui a visé à décortiquer pour chacune des industries les opportunités de création de valeur avec l'ordinateur quantique, comprendre les cas d'usage possibles, comment ces cas d'usage se positionner, notamment par rapport à ce que savent faire les machines traditionnelles et l'intelligence artificielle traditionnelle, si on peut employer ce terme d'intelligence artificielle traditionnelle. Le résultat de ces travaux de recherche est intéressant. Alors, on a vu quelques chiffres, là aussi, dans les pages présentées précédemment. Effectivement, il y a un potentiel de création de valeur très important, estimé entre 600 millions et, on va dire, 600 milliards et 1 trillion de potentiel de création de valeur. C'est un potentiel significatif à mettre au regard avec le potentiel d'autres technologies. Si on prend le cas de l'IA générative, vous voyez, on a fait à peu près le même genre d'études, c'est à peu près 3 trillions, donc c'est un potentiel significatif à mettre quand même au regard des autres technologies. Ce qui est intéressant quand on creuse un peu ce potentiel, c'est qu'on s'aperçoit qu'en réalité, on a des cas d'usage qui sont des cas d'usage qui ne sont pas simplement des cas d'usage qui vont amener de l'amélioration incrémentale, mais qui vont plutôt amener des disruptions dans un certain nombre d'industries. Des disruptions majeures. Si on prend le cas de l'industrie de la chimie, par exemple, ou l'industrie de la pharmacie, et qu'on se projette dans quelques années, on peut considérer que les acteurs qui ne maîtriseront pas cette technologie sortiront tout simplement de la compétition. Donc on n'est pas en train de faire référence à une technologie qui va amener de l'optimisation incrémentale dans les processus de l'entreprise au quotidien. On est dans une technologie qui va devenir cruciale, un moyen de créer un avantage compétitif. Ça, c'est le deuxième enseignement. Donc un potentiel de création de valeur très important, une technologie disruptive. Le troisième enseignement, c'est que les cas d'usage sont des cas d'usage complexes, sophistiqués, qui vont nécessiter un temps de maturation important. Partant de ces 3 constats, on en a tiré un certain nombre d'enseignements pour les entreprises. Le premier enseignement, c'est la nécessité de commencer à travailler dès maintenant sur la compréhension du potentiel, l'investigation des cas d'usage. On va le voir dans un instant, même si la technologie arrive progressivement, on va dire, dans la décade qui vient, il est nécessaire de commencer à travailler dès maintenant pour comprendre quels sont les cas d'usage qui vont pouvoir être exploités en premier, quels sont ceux qui mettront un peu plus de temps. Pourquoi il faut démarrer tout de suite? Parce qu'on a affaire à des cas d'usage complexes. Le temps de maturation sera probablement de plusieurs années pour pouvoir affiner les modèles. La deuxième raison importante, c'est qu'on est dans un monde qui est un véritable Far West, avec des opportunités de création de propriété intellectuelle, de brevets pour les entreprises, qui les premières parviendront à développer des modèles, des algorithmes différenciants sur les différents cas d'usage. La troisième raison importante qui justifie de s'attaquer au sujet dès maintenant, c'est la pénurie de talent. Les acteurs qui maîtrisent cette technologie sont très peu nombreux. Dans notre cas, on a été amené, pour faire ces travaux de recherche, à travailler avec un certain nombre d'acteurs spécialisés, en particulier avec les équipes d'Alice et Bob. Le nombre de personnes qui maîtrisent réellement, qui comprennent réellement ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique est aujourd'hui très limité. On a la chance d'en avoir en France, on a la chance d'en avoir en Europe. Il faut former les équipes dans les grandes entreprises pour commencer à comprendre ce potentiel, de façon à ce que lorsque l'ordinateur quantique va véritablement être disponible, on soit capable immédiatement d'en tirer parti. Donc nécessité de travailler tout de suite. Alors, dans le cadre de ces travaux de recherche, on a construit une trajectoire qui vaut ce qu'elle vaut. Elle est basée sur des hypothèses
de monter en puissance des capacités de calcul et de correction d'erreurs, qui permet de voir un petit peu sur les 4 grandes familles de cas d'usage que sont la simulation, l'optimisation, la factorisation et, on va dire, le AI ou le machine learning renforcé, à quel moment on va pouvoir commencer à tirer parti de l'ordinateur quantique. Donc ça donne une sorte de trajectoire générale. Et le message qu'on passe aux entreprises aujourd'hui, c'est commencer à vous poser la question des cas d'usage qui vont être pertinents dans votre industrie. Vous avez présenté un certain nombre de cas d'usage très intéressants, Irénée. Ces cas d'usage, il faut les prioriser. De façon classique, on va les prioriser par rapport au potentiel de création de valeur, mais on va aussi les prioriser par rapport à la faisabilité et peut-être un aspect un peu nouveau par rapport aux matrices de priorisation classique, valeur, faisabilité. On va aussi intégrer dans la priorisation la montée en puissance progressive des ordinateurs quantiques. On va mesurer finalement de 2 façons, hein, la capacité de calcul et la fiabilité, c'est-à-dire la capacité à corriger les erreurs. Merci beaucoup Stéphane. Alors, Marilus Godino, vous êtes directrice générale adjointe du groupe Bouygues et membre de son comité de direction générale. Alors, voilà, après toutes ces synthèses, après la présentation des cas d'usage, la roadmap, la manière de faire ce tri, pour le groupe Bouygues, quels enseignements pouvons en tirer et que pouvons-nous faire ? Alors d'abord, merci à tous les intervenants pour les présentations d'aujourd'hui parce que ça nous donne quand même un beau panorama de là où on en est, de là où on a envie d'aller et des opportunités que ça ouvre. Moi, je voudrais revenir sur 3 sujets, justement, je pense, qui peuvent intéresser le groupe. D'abord, c'est les cas d'usage. Des cas d'usage, on en a vu beaucoup. Irénée, vous êtes revenu sur un certain nombre. Stéphane, vous en avez abordé également. Et toutes les présentations ont pu le montrer. Donc, c'est vrai que des cas d'usage, on voit bien qu'il y en a, notamment dans le domaine des télécommunications. On en a beaucoup parlé, que ce soit les communications quantiques ou tout ce qui est la sécurisation des communications. Parce que c'est vrai que ça, on ne peut pas rester insensible à l'idée que quand l'ordinateur quantique finira par être, je veux dire, industriel ou arriver à maturité suffisante, eh ben, que la sécurisation de nos communications sera altérée. Donc, il faut d'ores et déjà, ça, je pense, s'en préoccuper. On est un acteur des télécommunications, donc ça ne peut pas nous laisser... Ça ne peut pas du tout nous laisser insensibles, sachant qu'on sait très bien que dès aujourd'hui, certains acteurs... malveillants pour certains, en tout cas, commencent d'ores et déjà à accumuler, à stocker de l'information dans la perspective des années à venir pour pouvoir les déchiffrer le moment venu. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut qu'on adresse relativement rapidement. Donc voilà, il y a le premier sujet, c'est voilà, la liste des cas d'usage, très intéressant. Le deuxième, je pense que c'est la montée en compétences dans l'entreprise. Et donc la matinée d'aujourd'hui, elle est très intéressante de ce point de vue-là. On a invité largement des collaborateurs du groupe. Et c'est vrai que c'est très important déjà de comprendre, de se familiariser avec ces sujets-là. On a abordé beaucoup le sujet des ordinateurs quantiques. On a également abordé le sujet de l'informatique quantique. Effectivement, notamment pour tous ceux qui aujourd'hui travaillent dans le digital, dans nos organisations, la question de comprendre ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être, à quoi ça pourrait servir, quels sont les avantages et comment est-ce qu'on peut programmer en informatique quantique, parce que ça ne va pas nécessiter les mêmes compétences. Il va falloir monter en compétences sur ces sujets-là. Ça, c'est la deuxième chose. Il va falloir qu'on développe les compétences dans l'entreprise et ça, c'est le deuxième pan. Et puis le troisième sujet qui peut intéresser notre groupe, je pense, et ça, Pascal Sénéla en a parlé en début, on en a peu parlé depuis, c'est tout ce qui sont les capteurs quantiques. Parce que les capteurs quantiques, il me semble que eux, contrairement peut-être à d'autres sujets, leur disponibilité est peut-être plus rapide et leurs promesses sont quand même assez exceptionnelles, que ce soit en termes de précision, de mesure. Et donc tout à l'heure, Pascal a abordé le sujet du gravimètre quantique qui permet, voilà, je crois que c'était le cas de l'ETNA qui a été évoqué. Il y a la même société, hein, Muquans, a aussi travaillé sur des gradiomètres qui, eux, vont permettre de voir des choses à faible distance et donc peut-être d'identifier dans le sol des sujets d'infrastructures souterraines, mais beaucoup plus proches dans nos villes. Et je pense que ça, typiquement, s'intéresser à quels sont les capteurs quantiques qui, aujourd'hui, vont donner un avantage compétitif
et une précision qui nous manque peuvent être extrêmement intéressants. Donc voilà un peu, je dirais, les 3 aspects qui me paraissent intéressants. Évidemment, les cas d'usage. La deuxième, c'est monter en compétences pour les détecter et voir la façon dont on fait évoluer nos collaborateurs. Et puis la troisième, les capteurs qui, aujourd'hui, me semblent peut-être dans une disponibilité plus rapide. Merci beaucoup, Marie-Lise. Ben voilà une feuille de route très claire pour les collaborateurs et les collaboratrices du groupe Bouygues. Alors, on a vu que le quantique, tout au long de la matinée, c'était une affaire d'équipe. Et j'allais dire peut-être une affaire d'équipe de France aussi, d'équipe d'Europe, parce qu'on a vu que les États-Unis, la Chine n'étaient pas en reste. Et Stéphane le soulignait à l'instant, la compétition va faire rage. Alors, finalement, je me tourne donc vers Christophe. Christophe Vautet, vous êtes pilote des hubs collaboratifs au sein du Y-Spot du CEA à Grenoble. Nous revenons après Maud à Grenoble. Quelle initiative peut-on prendre pour justement, collectivement, aller de l'avant et nous faire réussir, nous collaborateurs du groupe Bouygues aussi, à répondre à la feuille de route que Marie-Luce vient de tracer? D'abord, merci pour l'invitation. Et en effet, on est dans le lancement d'un hub quantique, mais il y a une origine. Et cette origine, c'est l'étude Quantum 2042 que nous avons publiée en fait depuis peu, au 1er décembre. On l'a d'ailleurs présenté ici avec beaucoup de plaisir. Et l'idée, c'est que nous avons fait de la prospective sur 20 ans, sur qu'est-ce que pourrait amener le calcul quantique, et aussi sur les cas d'usage, mais aussi sur les impacts sur la société. Donc, je vous invite éventuellement à le télécharger. Et les conclusions que nous avons publiées de cette étude collaborative avec quand même 13 acteurs français et aussi Futurible, qui est un acteur de la prospective majeur, c'est que le calcul quantique, c'est avant tout un catalyseur de la transformation digitale. Donc, on ne pourra pas de toute façon avoir un ordinateur quantique sur le bureau demain. Il faudra de toute façon un HPC à côté. Et cela va améliorer énormément le calcul sur certains points. Mais par contre, ce n'est qu'un catalyseur, entre guillemets. Mais c'est déjà quelque chose d'énorme. Deuxième point, pour les gens et les industries, il faut anticiper les cas d'usage, mais pas uniquement regarder. Il faut aller avoir une posture active. Et pour avoir une posture active, le mieux, c'est de s'impliquer dans on va dire, les communautés quantiques qui existent déjà ou en créer de nouvelles. Et c'est là-dessus que nous, au sein du Y-Spot, on a un peu l'habitude de créer des hubs. Des hubs, c'est des communautés en fait, d'acteurs français, en majorité, qui travaillent sur des projets communs et qui, en fait, développent des projets vraiment en commun. La communauté, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et pour cela, en fait, on fait une relation de confiance avec des membres qui ne sont pas concurrents dans leur domaine. C'est-à-dire que si, par exemple, Renault rentre dans le hub, malheureusement, Stellantis ne sera pas invité, et ainsi de suite. Et on va aussi essayer d'avoir un nombre d'acteurs suffisamment raisonnable, on va dire limité, pour que les interactions au sein du hub soient à la fois de qualité et aussi qu'ils soient en confiance. Et ça, c'est notre vision, c'est qu'on veut développer une approche collaborative pour anticiper les applications et les impacts du calcul quantique à long, moyen et court terme. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on peut commencer à faire des choses. Et c'est ce qu'on a essayé de développer sur 4 piliers. Un premier pilier qui est d'observer. On en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, le quantique, c'est compliqué. Et quand on veut vraiment travailler dessus, il faut se pencher et c'est un peu compliqué de tout comprendre. Et parfois aussi, on est un peu dans l'économie de la promesse. Et il faut aller au-delà des publications et des effets d'annonce. Et pour cela, on va essayer d'avoir une veille stratégique et technologique sur le calcul quantique qui permettent d'analyser aussi les publications sur des thèmes qu'on aura sélectionnés ensemble dans le hub. Ça permettra de cerner les enjeux technologiques et les usages, et ça permet aussi de mettre à jour régulièrement les jalons qu'on a identifiés dans les calculs, dans l'étude prospective. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de se former. Encore une fois, je ne vais pas remettre encore 1 euro au pot. C'est extrêmement compliqué le quantique. Quand on est dans le monde classique et qu'on se plonge sur le calcul quantique, c'est vraiment particulier. Et en plus, chaque technologie a ses particularités. Les atomes froids de Pascal sont assez différents des photons de Candela. On est des fois vraiment pour comprendre, c'est vraiment compliqué. On a besoin d'aide et on a besoin de former les gens pour être prêts. Et pour cela, on va essayer de former les partenaires, de comprendre et d'organiser aussi des événements collaboratifs.
parce qu'on a la capacité éventuellement d'aller voir d'autres personnes et d'aller même sur d'autres continents, pourquoi pas aller à Sherbrooke, pour voir aujourd'hui le domaine quantique qui est extrêmement développé là-bas. Ça, c'est un premier pilier pour des gens qui veulent déjà être en veille, en apprentissage et être prêts. Mais il y a aussi des acteurs qui seront déjà un cran plus loin et qui sont prêts à aller. Mais l'idée, c'est d'identifier des cas d'usage collaboratifs. Je reviens encore sur cet aspect collaboratif. Deux problèmes physiques différents peuvent tomber sur un même problème mathématique qui, à terme, peut être traité en calcul quantique. Et c'est ce qu'on essaye, nous, ou ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire identifier des cas d'usage collaboratifs, les identifier, les documenter et déterminer derrière quel est le cas d'usage, le problème mathématique sous-jacent. Et si on arrive à faire ça, eh ben on va tester. L'idée, c'est d'aller le cran plus loin, non seulement de construire les problèmes peut-être bac à sable pour commencer à travailler sur le sujet, mais aussi utiliser d'autres moyens d'exploration collaborative, comme les hackathons, les challenges qu'on connaît déjà. Et à partir du moment où on aura quelque chose qui est disponible, ben, on va le tester. On va le tester sur des vraies machines, peut-être au début sur des émulateurs. Donc, on a fait une proposition de tâches et de planning, c'est très, très, très grossier, je préfère le dire. Donc, on a deux niveaux de proposition. Un niveau qu'on appelle Access, vraiment pour apprendre, et un deuxième niveau vraiment avancé, où on veut vraiment mettre les mains, entre guillemets, dans le cambouis. Mais je ne pense pas que le cambouis dans la machine quantique, ça va marcher. Donc, on va faire les mains dans l'hélium liquide, c'est pas, pas bien non plus recommandé. Hein. D'accord. Et un des points aussi qu'on espère faire avec ça, c'est faire émerger des cas d'usage, des collaborations multilatérales qui pourront être générées via ce hub quantique. Comment on va travailler? L'idée, c'est d'avoir plusieurs types de partenaires, des technology providers, des startups, qui, eux, nous amènent l'aide sur les formations, sur l'analyse des cas d'usage, et surtout toute leur expertise sur la veille et le support pour la veille technologique. Et les ressources, bien entendu, hardware et software. De l'autre côté, nous avons des industriels qui, eux, amènent bien entendu leurs ressources métiers, qui amènent leurs cas d'usage, mais aussi qui vont aider à financer la structure du hub. Et nous, en tant que CEA, on va essayer de coordonner tout ça, d'amener aussi des supports scientifiques, d'assurer une sorte de neutralité et d'amener un peu de veille technologique structurée sur tout ça. Donc, en termes d'avantages pour les acteurs, d'un côté, les technology providers sont en contact avec de futurs clients. Et ils vont tester aussi leurs vraies machines à terme sur des choses qui vont être testées. Les industriels vont bien entendu collaborer et partager avec des partenaires qui sont non concurrents. Et ça génère énormément de valeur. Ça va permettre aussi de mutualiser les ressources et donc, on espère bien entendu de réduire les coûts. Parce qu'accéder à une machine quantique quand on est tout seul, ce n'est pas toujours facile. Et en plus, ça coûte cher. Et dernier point, on espère aussi former un nombre assez intéressant de partenaires au sein des différentes entreprises, de faire de la veille ensemble et donc de générer pour les industriels quelque chose qui sera... Ils seront prêts, à partir du moment où les machines fault-tolérantes seront prêtes, là, ils pourront se lancer assez rapidement. Et pour nous, on valorise bien entendu les ressources du CEA et on va en plus supporter la stratégie nationale, ce qui est quand même aussi important. Donc, le montage est en cours, le démarrage, le kick-off est prévu le 4 avril. On a aujourd'hui des déclarations d'intérêt, donc ce ne sont que des déclarations d'intérêt. C'est toujours compliqué de faire signer des choses, mais c'est en cours. Et j'aimerais bien rajouter un petit logo à la fin, qui serait un peu rond, je crois que je l'ai vu. Ce serait assez intéressant si c'était possible. Merci beaucoup Christophe, et très excitant de voir ce village olympique, c'est une année olympique cette année, du quantique se constituer. Alors nous avons plusieurs questions qui sont issues de l'assistant. Je vais commencer par la première, peut-être en me tournant tout d'abord vers Stéphane et puis ensuite vers Irénée. Avez-vous déjà constaté un intérêt des grands fournisseurs en télécommunications? On a vu que finalement le buzz est beaucoup sorti autour de la cryptographie et de la manière de casser toutes les clés existantes. Est-ce que vous avez déjà constaté un intérêt des grands fournisseurs en télécommunications pour introduire l'informatique quantique dans leurs équipements? Peut-être d'abord Stéphane. Oui, alors je ne pourrais évidemment pas vous communiquer d'informations confidentielles, mais très clairement, ça fait partie des secteurs qui sont en réflexion active sur le sujet avec des opportunités
que vous avez décrit tout à l'heure, très, très clairement. Mais la menace, elle est réelle et elle est à quel horizon ? La menace, elle va être progressive. Je pense qu'on a beaucoup discuté aujourd'hui vous savez, il y a eu beaucoup de débats, de papiers publiés sur à quel moment l'avantage quantique serait concrétisé, l'utilité de quantique, etc. Et je pense que le point fait par tout à l'heure dans la présentation d'IBM est important. On n'est plus au stade de la question de l'utilité. On sait que c'est une technologie qui va aboutir, sous une forme ou sous une autre, avec différentes options techniques possibles. La vraie question pour les entreprises maintenant, c'est de se préparer à l'arrivée de cette technologie pour ne pas avoir un train de retard, pour être autant que possible pionnier et pour pouvoir se créer un avantage compétitif. Et c'est vrai en particulier dans le secteur des télécoms, pas que, mais c'est vrai dans ce secteur-là comme dans d'autres secteurs. Merci. Irénée, dans ce domaine des télécoms, vous avez vu quelque chose dans vos Sur la question recherches précise qui est celle des grands fournisseurs, moi je ne saurais pas dire. En revanche, est-ce que les télécoms s'y intéressent ? Oui, ça c'est évident, on a vu plusieurs cas. Concernant... Et alors si ce n'est pas les fournisseurs, donc quel type d'acteurs ? Vous dire les fournisseurs d'accès. Bon, si on parle des entreprises de télécommunications, oui, moi c'est plutôt à ça que je pense quand je vous réponds maintenant. Sur la question des clés RSA, alors, moi je vais me remettre dans la posture que j'ai prise pendant cette étude, qui était une posture des néophytes. J'ai parlé à des gens qui étaient dans le milieu, j'ai fait quelques petites auditions. J'ai beaucoup lu, notamment la littérature grise, où on voit en France et ailleurs qu'il y a... c'est pour ça qu'il faut placer le mot avec beaucoup d'attention, parce qu'il n'y a pas de consensus. Voilà, si je peux le dire de façon très claire, moi j'en ai pas vu. Il y a un consensus sur le fait que c'est possible, que ça peut arriver. Après, quand, comment, est-ce qu'il faut se préparer maintenant ? Ça, c'est aussi de l'ordre de la décision du champ politique, en fait. Et je dirais par précaution, effectivement, il faut continuer à regarder, mais vous avez des gens qui sont capables de vous dire que non, pas du tout, il n'y a pas de risque, et qu'on est capable déjà de se défendre. Vous en aurez d'autres qui vous diront l'inverse. Et donc moi, je préfère vous dire ça que de prendre position. Merci beaucoup. Alors, une autre question, je vais me tourner vers vous, Marilus, sur le groupe Bouygues. Revenons à nous, je le disais en introduction de cette table ronde. Est-ce qu'on envisage des sensibilisations, des formations ? Je pense que cette matinée a dû susciter beaucoup d'intérêt, mais aussi de questionnement vis-à-vis du flot, finalement, de complexité quand même que véhicule ce sujet. Est-ce qu'on envisage concrètement des choses sur ce sujet ? Alors d'abord, juste partager une conviction, c'est qu'effectivement, dans les années à venir, alors dans quelles années à venir, ça reste à déterminer, mais dans les années à venir, le quantique va forcément modifier profondément certains des sujets, en générant soit effectivement des risques, on en a parlé, soit en générant des opportunités qu'il va falloir saisir. Donc ça, c'est toujours ces technologies qui paraissent un peu lointaines, et puis du jour au lendemain, finalement, elles sont là. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette année de mettre, à l'ordre du jour des réflexions autour du quantique. Alors, certains de nos métiers sont déjà un peu dedans, et on a parlé beaucoup des télécoms, et je sais qu'ils s'y intéressent réellement. Donc, la matinée qui est organisée aujourd'hui, elle a bien cette vocation-là. Elle a bien cette vocation de commencer à insuffler, à faire comprendre, à sensibiliser sur ce que c'est et à faire réfléchir sur qu'est-ce que ça pourrait amener, quel type de cas d'usage on pourrait envisager. Parce que ce n'est pas effectivement... nous faisons partie de la direction de l'innovation, donc ce n'est pas forcément ici en centrale qu'on va connaître tous les cas d'usage du groupe qui sont extrêmement nombreux. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à amener une forme de compréhension et de sensibilisation à l'ensemble de nos métiers, de façon à ce qu'eux se disent, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à creuser, là, il y a peut-être un cas d'usage pertinent, il y a peut-être un problème qu'aujourd'hui, je ne sais pas résoudre et qui pourrait être peut-être résolu ou en tout cas amélioré par les technologies quantiques, ou alors, là, j'ai un risque qui pourrait peut-être être levé. Donc voilà, donc je trouve que oui, on envisage évidemment, et ça en fait partie. La preuve en est, c'est qu'on ne l'envisage pas, on le fait parce que c'est extrêmement important. Et si ça génère de l'intérêt, évidemment, d'abord, cette session sera reprise sous forme de replay par petits bouts, etc., pour que chacun puisse. Et les équipes sont évidemment disponibles pour organiser des sessions précises et plus précises de sensibilisation, d'information, voire de brainstorming sur ces sujets-là. Donc, il ne faut pas hésiter à s'adresser à Christophe et à ses équipes pour bénéficier de ce type de session. Merci Marilus, donc du travail pour nous, c'est bien, on en est toujours friand. Christophe, peut-être pour compléter, est-ce que dans le collectif qui se dessine, que vous avez présenté à l'instant, vous voyez cette même appétence pour les formations ? Est-ce que vous avez déjà
prévu, conçu des formations de sensibilisation, des méthodologies d'approfondissement de cas d'usage? Voilà, où en est cette boîte à outils finalement du CEA? Alors, pour l'instant, comme je disais, c'est une approche collaborative et donc on va aussi compter sur l'apport des techno-providers, comme par exemple Eviden qui aujourd'hui a des machines et qui a des formations, on va dire, quasiment sur étagère, pour pouvoir apprendre à utiliser leur émulateur. Mais on va aussi, et je l'espère bien, utiliser les compétences de l'écosystème quantique français avec Candela, avec Cobly, avec bien entendu aussi Pascal et Alice et Bob, en tout cas c'est ce que j'espère, et amener cette compétence et ces ressources de formation via les partenaires. On a aussi, bien entendu, des compétences en interne au sein du CEA qui nous permettront sans doute de compléter ou d'amener d'autres choses, mais c'est en cours de construction. L'avantage du Hub, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement flexible et on décidera ensemble, avec le comité de pilotage, qu'est-ce qu'on met dedans. Merci beaucoup. Oui, Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, si vous me permettez, je voudrais juste ajouter un petit retour d'expérience. On a eu sur les 18 derniers mois l'opportunité de servir un petit échantillon de groupe du CAC 40 sur la question de la roadmap stratégique quantique. Et moi, j'en ai tiré 2 enseignements importants. Je pense que c'est intéressant de les partager. Le premier, c'est qu'il faudrait essayer de faire sur la technologie quantique ce qu'on n'a pas nécessairement bien fait avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire éviter de la prolifération de petits POC, de petites expérimentations à gauche, à droite, qui à l'arrivée ne vont pas générer d'impact et qui ne vont pas scaler. Important d'avoir une approche stratégique et de se poser les questions au départ de quelles sont les opportunités, prioriser rigoureusement en fonction de la valeur et de la faisabilité, et avec cette notion d'horizon de temps pour la faisabilité. Aujourd'hui, il me semble important pour tous les grands groupes de disposer d'une telle roadmap stratégique et ensuite de décider du niveau d'investissement qu'on met cette année, l'année prochaine, dans les années suivantes, avec plus ou moins d'ambition en fonction de la prise de risque qu'on veut avoir, compte tenu de l'incertitude sur l'arrivée de la technologie. Premier enseignement important. Le deuxième enseignement intéressant de ces exercices, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, en faisant cet exercice, qui consiste notamment à scanner le long de la chaîne de valeur de chaque entreprise les opportunités, on poussait le thinking plus loin par rapport à ce que peut apporter l'intelligence artificielle à court terme. Et il y a eu une des retombées intéressantes, a été au-delà de construire une roadmap stratégique quantique, aussi de faire émerger des cas d'usage plus ambitieux sur l'intelligence artificielle, sur lesquels finalement, aujourd'hui encore, le constat, c'est qu'on a une utilisation qui reste assez, entre guillemets, basique dans la grande majorité des entreprises. Les cas d'usage sophistiqués sont encore peu présents, et quelque part, il y a eu cet effet secondaire intéressant. Et donc finalement, la roadmap stratégique quantique a abouti aussi à un certain nombre de nouvelles opportunités identifiées. Merci beaucoup. Bien, on le voit, un travail à faire au niveau de chaque entreprise, un travail collectif, un travail d'équipe, et c'est aussi la raison pour laquelle nous ouvrons ces matinées de l'innovation à tous, à des industriels, à des personnes des universités et des écoles. Merci beaucoup, merci à Irénée, merci à Stéphane, merci à Marilus et merci à Christophe pour vos contributions. Alors voilà, c'est presque la fin de cette matinée qui a été riche, qui a été passionnante. Alors bien sûr, le mot de la fin, il revient à Christophe et je crois même qu'il a quelques petites surprises pour vous pour le déjeuner. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent, merci à tous, merci à Pascal, merci à tous les intervenants à cette table ronde, à Vincent et Franck qui ont préparé cette séquence. Et effectivement, on se disait que vous auriez certainement envie de toucher du doigt la dualité onde-corpuscule avant d'aller déjeuner. Et donc, avec Vincent, on s'est dit qu'il faut un processus clair et transparent pour sélectionner l'école, c'est-à-dire la génération quantique native qui va nous expliquer cela. Et donc, Vincent m'a dit, bon, écoute, un processus clair et transparent, c'est le nombre de prix Nobel. Alors, je me suis dit, les arts et métiers, c'est fichu. Et donc, c'est bien sûr le SPCI avec ses 6 prix Nobel qui a remporté la mise. Et donc, 2 jeunes étudiants de l'ESPCI, Antonin et Nathan, vont nous parler de ce qu'ils vont nous montrer dans le lobby. C'est à vous. Donc, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Donc d'abord, nous tenons à vous remercier pour l'invitation. Donc nous sommes Nathan et Anthony, 2 élèves ingénieurs à l'ESPCI. Donc nous allons réaliser une présentation, donc un stand dans l'amphi, après cet amphi, dans le hall, pour illustrer et discuter avec vous de la physique quantique. Donc nous travaillons avec la junior entreprise de l'ESPCI Physique Chimie Avenir, en collaboration avec Bouygues, avec Vincent Marais. Donc Nathan va vous présenter brièvement ce que nous allons aborder pendant cette présentation. Donc bonjour à tous. Vous l'aurez compris ce matin, le monde quantique, c'est un monde qui est assez déroutant, dans lequel se passent des phénomènes un peu étranges, et en plus souvent à petite échelle, ce qui les rend un peu difficiles à voir et particulièrement difficiles à appréhender. Donc nous, on voulait quand même vous les faire voir ce matin, enfin du coup ce midi. Donc grâce à ça, on a trouvé plutôt des petits objets, ce qu'on appelle des dual walkers, qui illustrent très bien la dualité onde-corpuscule dont vous avez entendu parler extensivement ce matin. Et ces objets, ils sont visibles à l'œil nu, ils sont de taille millimétrique. Donc vous pourrez les voir tout à l'heure dans le lobby. Mais en plus de ça, on a ramené d'autres objets. Alors, on a parlé beaucoup d'ordinateurs quantiques ce matin. Donc on n'a pas ramené les grosses armoires de Pascal que vous avez vues, mais on a voulu ramener un peu les petites pièces, les petpetits composants qui composent l'ordinateur quantique en quelque sorte. Donc tout ça pour en fait vous faire voir, vous faire comprendre ce que c'est. Vous avez beaucoup entendu parler de spin, de qubit, et vous n'avez pas forcément compris ce que c'était, et vous n'avez pas osé peut-être poser les questions dans l'amphi de 150 personnes. Donc nous on est là, vous avez l'occasion de nous poser les questions en plus petit comité, et voilà. Donc merci à tous d'être venus, on espère vous voir nombreux tout à l'heure, et à tout de suite. Merci. Merci beaucoup, et vous pouvez déjà prendre date dans vos agendas parce que notre prochaine matinée d'innovation, ce sera le 18 juin. Ça sera un grand appel autour de l'énergie et très probablement sur la fusion, les SMR, mais on ajoutera quand même un petit peu d'énergie osmotique parce que j'aime bien ça, et ce sera Lidéric Boquet, professeur au Collège de France, qui sera là avec nous. À bientôt.